J'ai reçu une convocation au tribunal. La femme de mon frère a faussement affirmé que j'avais agressé ses enfants, ma propre famille a pris son parti, et ma mère m'a traité de dégoûtant. Mais maintenant que la vérité est sortie, ils veulent se réconcilier. Salut tout le monde. Écoutez, je vais être franc avec vous, bande de dégénérés. Cette histoire va vous foutre en rogne, vous faire douter de tout ce que vous pensiez savoir sur le système judiciaire, et, espérons-le, vous rappeler pourquoi il ne faut jamais ignorer les signaux d'alerte. J'ai 39 ans maintenant, je bosse comme analyste de données, et je vis en solo depuis 8 ans, par choix. Pas parce que je ne peux pas, pécho, je peux. Mais j'ai juste choisi de ne plus me coltiner le cirque des relations modernes. Trop de drames, trop de jeux, trop de façons pour que tout parte en vrille quand tu essaies de t'en aller. Je préfère mettre du Metallica à fond, pousser à la salle jusqu'à ce que mes épaules hurlent, et vivre ma vie sans que quelqu'un vienne tester mes limites pour voir où ça casse. Mais cette merde monumentale a commencé quand mon petit frère, Derek, a décroché le jackpot dans la tech, et j'ai senti les vautours tourner à des kilomètres à la ronde. Derek a 34 ans et il a trimé pendant des années dans l'enfer des startups, vivant de nouilles instantanées et d'espoir creux comme tous les codeurs paumés de la Silicon Valley. Il a la garde exclusive de ses 2 gosses, Elisa et Jake, depuis que son ex a déménagé à l'autre bout du pays pour le travail. Donc il faisait le papa solo tout en essayant de bâtir sa carrière. Et puis sa boîte de blockchain a été rachetée par Microsoft pour une somme indécente. Du genre, tu peux prendre ta retraite à 34 ans et t'acheter une île. Je n'étais pas amer. Derek est un mec bien, il méritait sa chance. J'ai mon appart, mes économies, et j'ai bâti ma vie brique par brique après 20 ans de boulot acharné. Mais je savais très bien ce qui se passe quand un type ordinaire se retrouve soudainement blindé de fric. Tous les parasites dans un rayon de 50 km se mettent à renifler. Derek est tout de suite tombé dans le cliché du nouveau riche. Des fringues de marque, une Tesla qui coûte plus cher que la plupart des maisons, un Pantouse avec des baies vitrées, bref, les mouvements classiques du mec qui découvre l'argent. C'est son choix. Et puis cette fille, que j'appellerai Sophia, a rampé jusqu'à lui. Ils se sont rencontrés 6 mois après son pactole. Elle disait être photographe freelance, mais se comportait comme une héritière de vieille noblesse. Tout chez elle était parfait, maquillage impeccable, qui devait lui prendre 1 heure à faire, sac à main valant plus que ma moto, manucure hebdomadaire sans faute. Elle prétendait être entre 2 appartements, pendant qu'elle constituait son portfolio artistique. Mais sa malchance, c'est qu'elle est tombée sur quelqu'un capable de repérer un drapeau rouge à 3000 mètres d'altitude. J'ai déjà vu ce genre de femme 2 fois, alors ouais, je savais exactement à quoi j'avais affaire. Le truc avec les vraies chercheuses d'or, c'est qu'elles ne ressemblent pas au stéréotype de la fille paumée en survie qui a des problèmes de papa. Les plus douées sont des prédatrices raffinées qui étudient leur proie comme des scientifiques. Elles comprennent la psychologie, elles mènent leurs recherches, et elles agissent avec une précision chirurgicale. Derek était accro dès la première conversation, il n'arrêtait plus de parler de cette femme incroyable qui comprenait sa vision créative pendant les repas de famille. Quelle foutue vision créative. Le mec écrit des requêtes SQL et binge Netflix. Sérieusement. J'ai assez roulé ma bosse pour reconnaître certains schémas. Ces petites questions anodines pour sonder ta situation financière. Ces demandes qui augmentent progressivement dès qu'elles pensent avoir de la prise. Ces tactiques de manipulation subtiles que la plupart des mecs ne voient pas venir parce qu'ils sont distraits par d'autres priorités. Sophia a fait clignoter tous les signaux d'alarme dans ma tête, et je ne l'ai jamais aimée depuis le jour où Derek nous l'a présentée. Le reste de la famille, par contre, a avalé son jeu sans broncher. Mes parents la trouvaient adorable, parfaite pour Derek. Ma sœur n'arrêtait pas de dire à quel point Sophia était classe et raffinée, comparée à l'ex-femme de Derek. Même la famille élargie ne parlait que de savoir quand Derek allait épouser sa merveilleuse petite amie. Elle a emménagé chez lui après 2 semaines, soi-disant parce que son logement était tombé à l'eau et qu'elle avait besoin d'un toit temporaire. Bizarrement, son matériel photo n'est jamais apparu. Pas d'appareil, pas de trépied, pas d'éclairage, rien qui fasse photographe pro. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait vraiment, elle a répondu avec des phrases floues sur la photographie lifestyle et le personal branding. Et bien sûr, la discussion sur l'argent a commencé tout de suite. Elle glissait mine de rien des remarques sur les restaurants hors de prix où elle allait, avant. Elle parlait de son ancienne BMW comme d'un membre de la famille disparu. Ou encore de la copine d'une amie dont le mec lui offrait des bijoux hors de prix. Jamais de demande directe, trop futée pour ça, mais toujours à semer des graines sur ce que les hommes, de qualité, font pour leurs femmes. Au dîner de Noël, je l'ai surprise en train de googler le Direction Network Microsoft Buyout sur son téléphone. Même pas discrètement. Elle cherchait le montant exact de son jackpot, en face de toute la famille. Quand elle m'a vu la fixer, elle a changé d'onglet vers Instagram comme si de rien n'était. Ce moment a tout confirmé. Cette femme était une prédatrice professionnelle, et mon frère se promenait avec une cible sur le front. J'ai essayé plusieurs fois de prévenir Derek, mais les mecs n'écoutent jamais quand ils ont une jolie fille qui leur donne de l'attention. La logique rebondit sur ce bouclier hormonal. Frérot, elle a emménagé après 2 semaines et elle ne paie rien, je lui ai dit pendant une séance à la salle. Elle se dit photographe mais elle n'a aucun matos.
Réfléchis à ce que ça veut dire. Tu comprends pas notre dynamique, me répondait-il, tout en soulevant 2 fois son poids. Elle a été blessée par des mecs qui n'appréciaient pas son article. Elle a besoin de se sentir en sécurité avant de s'ouvrir. Classique. Quand un mec est accro à l'attention et au romantisme, il rationalise tout pour ne pas admettre qu'il se fait avoir. Alors j'ai lâché l'affaire et j'ai observé. Parfois, il faut laisser les gens apprendre par eux-mêmes. Tu peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Mais j'étais prêt pour le moment où tout allait exploser. Après tout, c'est mon frère. Après le nouvel an, Sophia a commencé à pousser les limites. Elle voulait les clés de l'appartement, pour plus de commodité. Elle a demandé l'accès au compte Amazon de Derek pour commander du matériel. De petites étapes, progressives, vers le contrôle financier, que Derek ne voyait même pas. Elle m'a coincé à la soirée du nouvel an de Derek. Énorme fête, au moins 50 personnes. Elle a joué la reine du bal, veillant à ce que tout le monde sache qu'elle appartenait au mec plein aux as. Marcus, Derek parle tout le temps de vous. Il dit à quel point vous avez toujours été protecteur. Faux sourire. Main sur mon bras. Manipulation de manuel. C'est vraiment touchant à quel point vous tenez à lui. Je suis resté simple, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour mon frère. Bien sûr. Je crois qu'il y a quelques malentendus sur mes intentions, ceci dit. Le sourire est resté parfait, mais ses yeux sont devenus glacials. J'aime profondément Derek. Je ne compte aller nulle part. C'est bon à savoir. J'espère vraiment qu'on pourra devenir amis. Ce serait tellement dommage que Derek doive choisir entre sa petite amie et son frère. Et voilà. La menace, joliment emballée dans une douceur hypocrite. Cette garce venait de déclarer la guerre en prétendant vouloir la paix. J'ai commencé à faire beaucoup plus attention après cette conversation. J'ai remarqué qu'elle détournait systématiquement toute question sur son passé. Aucune histoire de famille, aucun souvenir d'enfance, aucune mention d'anciennes relations, rien de personnel. Quand les gens lui demandaient des détails sur son activité de photographe, elle redirigeait aussitôt la conversation vers la réussite de Derek. De la déviation professionnelle de haut niveau. Ses demandes d'argent sont vite devenues plus agressives et stratégiques. Des réparations de voitures qui coûtaient exactement la somme que Derek disait avoir investie la semaine précédente. Une urgence médicale, chez sa sœur nécessitant pile le montant de sa prime trimestrielle. Toujours des crises émotionnelles urgentes exigeant des solutions financières immédiates. Au printemps, elle a commencé à évoquer l'idée d'un compte bancaire commun. Elle suggérait même, pendant les repas de famille, qu'il serait tellement généreux de la part de Derek d'aider ses parents à payer leur hypothèque. Touchant, non. Comme elle se souciait de la sécurité financière de la famille. La plupart des hommes ne voient jamais venir les filles comme Sophia, parce qu'elles ne foncent pas tête baissée. Elles grignotent lentement, avec calcul. Elles s'infiltrent dans ta vie. Elles testent les limites. Elles banalisent l'idée de l'aider juste cette fois. Elles ne prennent pas le contrôle d'un coup. Elles te font le céder morceau par morceau. Une petite faveur devient un accès complet à tes finances, avant même que tu réalises que tu es piégé. Mais Derek n'était pas complètement idiot. La pression financière constante a fini par activer ses circuits de méfiance. Il est venu chez moi un soir, complètement chamboulé. Je crois que j'ai fait une énorme connerie avec Sophia. Comment ça? Je surveille nos dépenses depuis quelque temps, parce que quelque chose clochait. Elle prétend être fauchée, mais elle dépense sans arrêt. Soins de peau pro qui coûtent plus cher que la mensualité de ma voiture, café à 8 $ tous les matins, manucure hebdomadaire à 80 $. Soit elle ment sur sa situation, soit l'argent vient d'ailleurs. Je suis resté silencieux. Je le laissais raisonner tout seul. Et quand je lui ai demandé à voir son vrai portfolio, des exemples concrets de son travail, elle s'est braquée direct, m'a dit que j'étais contrôlant, que les vrais artistes ne se produisaient pas sur demande pour rassurer les petits amis sceptiques. Il avait l'air complètement abattu. Marcus, je crois qu'elle n'est même pas photographe. Je crois qu'elle se fout de moi depuis le début. Et ton plan? Je vais la confronter directement. Poser les questions dures, exiger des réponses honnêtes. Si elle ment sur sa carrière, sur quoi d'autre elle ment? J'avais vraiment mal pour lui. Derek est un bon gars, complètement brisé après son divorce. Son ex l'avait laissé élever 2 enfants seul. Quand Sophia est arrivée avec son attention et ses compliments, il était vulnérable à mort. Il pensait avec ses émotions depuis 8 mois, désespéré de croire que quelqu'un se souciait enfin de lui. La réalité commençait à dissiper le brouillard hormonal. Fais gaffe quand tu la coinces, je lui ai dit. Les gens deviennent méchants quand leur arnaque éclate. Je n'avais aucune idée à quel point cette femme pouvait devenir violente. La confrontation a eu lieu 2 jours plus tard. Derek a enfin posé les vraies questions sur l'argent et sa prétendue carrière. Elle a sorti toutes les cartes de manipulation possibles, les larmes, le rôle de la victime, les menaces de partir. Mais cette fois, Derek a tenu bon et a exigé des preuves concrètes. Quand ça n'a pas marché, elle a essayé de me faire porter le chapeau, lançant des accusations délirantes sur le fait que j'aurais saboté leur relation et eu un comportement inapproprié envers elle. Des mensonges complets, mais elle les a vendus avec un aplomb effrayant. Derek a vu clair dans son jeu et l'a mise à la porte ce soir-là. Couper l'accès à tout, changer les serrures, et lui a dit de disparaître.
J'ai appris tout ça quand il m'a appelé après, secoué, et s'excusant presque d'avoir cru ces conneries à mon sujet. Je pensais que c'était la fin de notre problème Sophia. Quelle erreur monumentale. J'avais sous-estimé à quel point une psychopathe rancunière peut devenir dangereuse quand on lui arrache sa source d'argent. 3 jours après que Derek l'a jeté dehors, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert, et là, 2 agents des services de protection de l'enfance et un flic se tenaient devant moi avec des papiers officiels. Marcus Chen, nous devons parler d'accusations très graves portées contre vous. Mon cerveau a complètement disjoncté. Des accusations de quoi exactement? Comportement sexuel inapproprié avec des mineurs. Nous avons reçu des signalements détaillés concernant votre conduite avec les enfants de Derek Chen lors de réunions familiales. Laissez-moi être clair, je n'aime pas les enfants. Jamais aimé, probablement jamais. Je tolère ceux de Derek parce qu'ils sont de la famille, mais je ne suis certainement pas l'oncle volontaire pour faire du babysitting. Je les aide pour les devoirs quand on me le demande, je joue à la console avec eux de temps en temps, le strict minimum familial. L'idée que je puisse avoir un comportement déplacé avec des enfants est totalement absurde pour quiconque me connaît un tant soit peu. Ça devait être une erreur. Qui a déposé ces signalements? Dénonciation anonyme reçue il y a 3 jours, avec des détails très précis. Vous devez venir au poste pour un interrogatoire formel. 3 jours. Exactement 72 heures après que Derek ait viré Sophia de sa vie. Les accusations étaient d'une précision glaçante, des attouchements pendant les réunions familiales, des conversations secrètes avec les enfants, des cadeaux soi-disant offerts pour acheter leur silence. Quelqu'un avait clairement étudié comment formuler des accusations crédibles et difficilement réfutables. Mais ce qui m'a anéanti, c'est la suite, ils ont dit que Derek avait déposé une plainte officielle en soutien aux charges criminelles. Mon propre frère de sang avait signé un rapport de police pour mise en danger d'enfants, basé uniquement sur les paroles d'une ex complètement dérangée. Pas juste coopérer avec l'enquête, il poussait activement à ma mise en accusation pour des crimes graves passibles de prison. Ils m'ont emmené dans une salle d'interrogatoire au sous-sol du commissariat central. Assis là, à écouter les détectives me lire des accusations d'attouchement sur mon neveu et ma nièce, j'ai compris à quel point ma vie venait de voler en éclats. Ce genre d'accusation, impliquant des enfants, n'a pas de zone grise. Aucun bénéfice du doute. Tu es soit innocent, soit un monstre. Et prouver que tu n'as rien fait est presque impossible. Ils n'ont pas perdu de temps pour me retourner la vie. À peine relâché après un premier interrogatoire préliminaire, une équipe débarque chez moi avec un mandat de perquisition, fouillant chaque centimètre pendant que les voisins observaient par leurs fenêtres. Et puis les coups de fil. Mon patron exigeant que je vienne immédiatement. Mes parents, paniqués, hurlant au téléphone, « Qu'est-ce que t'as fait ?» Mon père était en mode panique totale, comme si j'avais déshonoré toute la lignée familiale. J'ai essayé d'expliquer, d'ouvrir la bouche, de dire que c'était une vengeance de Sophia, que tout était faux, même pas eu le temps de finir ma phrase que ma mère a coupé court. Peut-être que si tu t'étais mêlé de tes affaires au lieu de toujours interférer dans la relation de Derek, rien de tout ça ne serait arrivé. Regarde ce que t'as fait. Tu es un dégueulasse, Marcus. J'ai honte de toi. Ma propre mère ne m'a pas cru. Et elle ne m'a même pas laissé parler. Elle me reprochait tout. Tout ça, simplement parce que j'avais essayé de protéger mon frère d'une prédatrice vénale. Je suis resté silencieux, parce qu'elle ne m'a même pas laissé une chance de me défendre. La dernière chose qu'elle m'a dite, tiens-toi loin de cette famille tant que tu n'auras pas remis ta vie en ordre, avant de raccrocher. C'est là que j'ai enfin compris que ma famille ne faisait pas seulement preuve d'un manque de soutien. Ils choisissaient délibérément le mensonge confortable plutôt que la vérité inconfortable, parce qu'il leur était plus facile de croire que j'étais coupable que d'admettre qu'ils s'étaient complètement trompés au sujet de Sophia. Mon monde entier s'effondrait en temps réel. La machine judiciaire s'est mise en marche à une vitesse hallucinante. Ils ont saisi tous mes ordinateurs et appareils électroniques, fouillé chaque recoin de mon appartement, interrogé mes voisins sur mon comportement avec les enfants, et m'ont immédiatement suspendu de mon travail, en attendant les résultats de l'enquête. Un juge a rendu une ordonnance restrictive m'interdisant de m'approcher à moins de 150 mètres d'école, de terrain de jeu, de crèche ou de tout lieu fréquenté par des enfants, comme si j'avais envie de traîner autour de gamins aux doigts pleins de confiture, franchement. En moins de 48 heures, je suis passé de cadre analyste de données respecté à suspect de crime pédophile. Tout ça parce que j'avais voulu avertir mon frère au sujet de sa petite amie manipulatrice. Et le pire? Derek savait parfaitement de quoi Sophia était capable. Il avait lui-même passé des semaines à découvrir ses mensonges et ses tactiques de manipulation. Mais quand elle a tourné ses armes contre moi, il a choisi de croire chaque mot qu'elle prononçait. Mon propre frère a préféré croire son ex-petite amie menteuse et déséquilibrée plutôt que moi. Le seul à être resté à mes côtés dans ce cauchemar, c'était mon pote Big Jack. On se connaît depuis la fac, et il a tout de suite compris que ces accusations, c'était du grand n'importe quoi. Franchement, mec, tu supportes à peine les gosses les bonjours, il m'a dit quand je l'ai appelé en pleine crise de panique. Tu évites même les réunions de famille quand il y a trop d'enfants qui crient partout. Et il avait raison. Je ne suis pas du tout un fan des enfants. Je les trouve irritants et épuisants la plupart du temps. Je suis poli avec Elisa et Jack, parce qu'ils sont les enfants de Derek, mais je ne cherche pas spécialement leur compagnie. L'été dernier,
J'ai appris à Jake à bien lancer une balle de football, et j'ai joué quelques parties de Mario Kart avec Elisa. Des interactions donc tout à fait normales, que n'importe quelle personne raisonnable verrait comme innocente. Mais c'est là tout le génie maléfique des fausses accusations, elles n'ont pas besoin d'avoir du sens pour ceux qui vous connaissent. Elles doivent juste paraître plausibles aux yeux d'inconnus qui prennent des décisions capables de détruire votre vie. Une fois l'enquête officiellement ouverte, mon existence est devenue un enfer. J'ai dû engager un avocat pénaliste spécialisé dans ce genre d'affaires. Il m'a coûté 45 000 $ dès le départ, juste pour assurer ma défense. Il m'a prévenu, ces affaires peuvent durer des années et coûter encore bien plus cher avant d'être résolues. Mais l'ordonnance restrictive, elle, a été un coup fatal. J'ai dû quitter mon appartement immédiatement, parce qu'il y avait une école primaire à 4 pâtés de maison. Essayez de trouver un logement quand votre contrôle de casier révèle une enquête active pour crime sur mineur. J'ai fini dans un studio miteux, payé au mois, parce qu'aucune agence immobilière sérieuse ne voulait me louer quoi que ce soit. Le propriétaire était un type louche qui ne posait pas trop de questions tant que je payais en liquide à l'avance. Et au travail, c'est devenu un cauchemar. Les ressources humaines m'ont convoqué pour me parler des accusations très préoccupantes dont ils avaient été informés par les autorités. J'ai tenté d'expliquer que c'était une vengeance d'une ex-rancunière, mais la politique de l'entreprise était claire, tolérance zéro pour tout ce qui touche aux enfants. Ils m'ont viré sur le champ. Sans indemnité, sans chômage. J'ai littéralement tout perdu. 20 ans de carrière détruits du jour au lendemain. Toutes mes références professionnelles ruinées, car tout le monde dans le milieu savait pourquoi j'avais été licencié. Et ma famille? Ils m'ont abandonné sans la moindre hésitation. Ma sœur a bloqué mon numéro dès que j'ai essayé de l'appeler pour m'expliquer. Les membres de la famille élargie ont tous disparu. Personne ne voulait être associé aux pédophiles de la famille. Et bien sûr, Derek jouait à la perfection le rôle du père protecteur. Il racontait à tout le monde à quel point la situation était difficile pour lui, et qu'il devait avant tout protéger ses enfants. Il se faisait passer pour la victime, tout en aidant activement les procureurs à monter leur dossier contre moi. L'enquête a duré des mois. 9 mois entiers passés dans les limbes, pendant que des experts informatiques analysaient chaque octet de mes appareils, interrogeaient littéralement toutes les personnes que j'avais connues, cherchant désespérément la moindre preuve d'un crime qui n'avait jamais existé. Mon avocat m'avait exposé la réalité dès notre première rencontre. S'il y avait condamnation sur tous les chefs d'accusation, 2 pour agression sur mineur au premier degré, 1 pour exploitation d'enfants, je risquais entre 15 et 30 ans de prison fédérale, minimum. Et avec la circonstance aggravante du lien familial, il pouvait demander la peine maximale. À 36 ans, ça voulait dire sortir à l'âge de la retraite, si je survivais jusque-là. Le bureau du procureur prend ce genre d'affaires très au sérieux, m'a-t-il expliqué. Ils ont un taux de condamnation de 78%. Même si on sème le doute, les jurés ont tendance à privilégier la protection des enfants. Il nous faut des preuves irréfutables de ton innocence, pas juste des failles dans leur dossier. Alors nous avons passé des mois à essayer de construire une défense solide. Mon avocat a fait assigner Derek à produire ses relevés téléphoniques, les photos de famille avec date, mes horaires de travail pour prouver que je n'étais pas près des enfants au moment supposé. Nous avons interrogé chaque membre de la famille présent lors des rassemblements où j'avais interagi avec Elisa et Jake. J'étais écœuré de devoir défendre mon nom pour quelque chose d'aussi ignoble. Et le problème, c'est que Sophia avait bien planifié son coup. Elle avait situé les incidents présumés pendant des périodes floues, de simples moments en famille, sans événements précis ni alibi clair, juste des interactions normales sur plusieurs mois. Comment prouver que vous n'avez pas touché un enfant de manière inappropriée lors d'un barbecue familial 8 mois plus tôt? Pendant ce temps, elle jouait parfaitement le rôle de la belle-mère, concernée, alors qu'elle n'était même qu'une petite amie. Elle avait témoigné 3 fois de son plein gré, chaque fois avec plus de détails. Son récit était calibré à la perfection, pas trop précis pour sembler inventé, mais assez crédible pour convaincre. Le procureur l'adorait. Une femme courageuse qui se levait pour protéger des enfants innocents contre un prédateur familial. Elle était leur témoin vedette, et elle savait exactement comment jouer son rôle. Elisa et Jake ont été interrogés plusieurs fois par des psychologues pour enfants. Dieu merci, ce sont des gamins honnêtes, parce que leur témoignage a été la seule chose qui m'a empêché d'être complètement enterré. Ils ont toujours décrit des interactions normales, aide aux devoirs, jeux vidéo, lancer de ballons. Aucun geste déplacé, aucune conversation secrète, aucune peur. Mais voilà l'horreur de ce genre d'affaires, même quand les enfants nient tout abus, les procureurs peuvent dire qu'ils protègent leur agresseur, ou qu'ils sont trop traumatisés pour dire la vérité. L'absence de preuve devient alors la preuve de votre soi-disant manipulation. Et en dehors du système judiciaire, ce n'était guère mieux. Mes voisins ont commencé à me traiter comme si j'avais une étiquette « dangereux pour la santé » collée sur le front. Les parents attrapaient leurs enfants pour les rentrer à l'intérieur dès que je passais. Une mère parano de l'équipe de foot des gosses a même appelé la police sous prétexte que je rôdais près d'une aire de jeu. J'étais juste en train d'aller faire mes courses, bon sang. Les mois passaient, interminables, sans aucun progrès. L'accusation continuait de demander des reports pour rassembler plus de preuves. Mon avocat pensait qu'ils savaient que leur dossier était faible, mais qu'ils espéraient trouver quelque chose de nouveau.
Je vivais dans un pur entre-deux. Impossible de travailler. Impossible de prouver à ma mère que j'étais innocent. Chaque comparution au tribunal était une torture psychologique. Assis là à écouter le procureur décrire en détail ce que j'aurais soi-disant fait aux enfants que j'aimais, regarder Sophia essuyer ses larmes de crocodile avec un mouchoir tout en débitant ses mensonges, et voir Derek assis dans la salle, soutenant sa version des faits. Le pire, c'était l'audience préliminaire, quand ils ont lu à haute voix toutes les accusations. 20 personnes dans cette salle ont entendu chaque détail ignoble de ce que j'étais censé avoir fait. Le greffier tapait tout ça pour le dossier officiel. Mon nom désormais lié à ces mots, à jamais. Pendant tout ce temps, Big Jake était ma seule bouée de sauvetage. Il m'apportait des courses quand je ne pouvais plus affronter le regard des autres, m'aidait à remplir des candidatures d'emploi quand je n'arrivais pas à me concentrer. Mais surtout, il n'a jamais douté de mon innocence, ni fait en sorte que je me sente comme un fardeau. C'est un assassinat de caractère pur et simple, répétait-il pendant qu'on soulevait de la fonte dans son garage. Cette folle savait exactement sur quel bouton appuyer pour te détruire, mais la vérité finit toujours par sortir. Grâce à lui, je gardais un minimum d'espoir, même si rien ne bougeait. Au 7e mois, j'étais prêt à accepter un accord de plaider coupable. Mon avocat avait trouvé quelques incohérences dans la chronologie de Sophia, mais rien de décisif. Le procureur proposait 7 ans de prison si je plaidais coupable à des chefs d'accusation moindres, attouchements inappropriés au lieu d'agression. 7 ans contre potentiellement 30, m'a dit mon avocat. Ce n'est pas un aveu de culpabilité, c'est une décision stratégique. Tu pourrais sortir en 4 avec bonne conduite. Et j'y ai sérieusement réfléchi. 7 ans me paraissait presque gérable comparé à une peine à vie. Au moins, j'aurais encore quelques années devant moi à la sortie. Mais honnêtement, la seule chose qui me gardait debout, c'était une rage pure et brûlante. Une colère absolue contre Sophia pour ce qu'elle m'avait fait, et une déception écrasante envers Derek, au point d'en avoir physiquement mal à la poitrine. Ce n'était pas une inconnue psychopathe qui s'en était prise à moi pour le plaisir. C'était mon propre frère qui avait choisi de croire la pire version possible de moi, plutôt que d'admettre qu'il s'était fait manipuler par une garce cupide. Mais je suis têtu comme une mule. Quand quelqu'un essaie de me détruire, je ne reste pas à terre. Alors même que je survivais à peine, je préparais déjà ma revanche. Après 9 mois de cauchemar, mon avocat m'a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. Les enquêteurs avaient enfin retrouvé toute la trace numérique de Sophia, et c'était encore plus accablant qu'on ne l'espérait. Son historique de navigation ressemblait à un manuel étape par étape pour accuser quelqu'un à tort. Comment déposer un signalement convaincant auprès des services de protection de l'enfance, faire tenir une accusation de mise en danger d'enfant devant les tribunaux, écarter un membre de la famille indésirable par des moyens légaux, quelles preuves les procureurs recherchent-ils dans les affaires d'abus d'enfants? Elle avait littéralement cherché comment fabriquer des accusations crédibles pour me piéger. La preuve décisive est venue quand l'enquêteur de mon avocat a retrouvé sa colocataire grâce aux réseaux sociaux et aux baux de location. Au début, elle refusait de parler, mais quand elle a appris que je risquais 30 ans pour un crime que je n'avais pas commis, sa conscience l'a rattrapée. Elle a remis des captures d'écran de textos échangés avec Sophia, 4 jours avant le dépôt de plainte. Des messages disant clairement « Il faut se débarrasser définitivement de Marcus » et « Faire en sorte que Derek ne parle plus jamais à son frère toxique ». Elle avait gardé les captures en pensant que Sophia vidait son sac, sans se douter qu'elle préparait une fausse accusation criminelle. Même les procureurs les plus biaisés ne pouvaient pas ignorer un niveau de préméditation pareil. Lors des nouveaux entretiens, l'histoire de Sophia changeait à chaque fois. D'abord, elle disait que les incidents avaient eu lieu lors de réunions de famille, devant des témoins. Puis elle a prétendu que j'avais emmené Jake seul chez moi plusieurs fois, sauf que les caméras de sécurité de l'immeuble ont prouvé qu'il n'était jamais venu. Ensuite, elle a affirmé que j'avais donné un téléphone secret à Elisa pour qu'elle puisse me contacter en cachette, mais les relevés de l'opérateur ont montré qu'un tel téléphone n'avait jamais existé. Chaque nouvelle version contredisait les précédentes. Le signe typique de quelqu'un qui invente au fur et à mesure. Et le clou du spectacle? La chronologie. Elle avait déposé sa plainte exactement 72 heures après que Derek ait rompu avec elle et coupé ses ressources financières. Le fait qu'elle ait vécu 8 mois avec Derek et ses enfants, sans jamais rien signaler, et qu'elle sorte tous à pile au moment où elle perdait son confort financier, n'était pas juste suspect, c'était accablant. Mon avocat a présenté le dossier complet au procureur principal pendant une réunion de plus de 3 heures, preuves numériques de préméditation, messages prouvant la vengeance, incohérence chronologique, mensonges successifs. Le lendemain matin, il m'a appelé avec les mots que j'attendais depuis 9 mois. Toutes les charges sont abandonnées, immédiatement et définitivement. L'enquête a conclu que les accusations étaient des fabrications malveillantes destinées à te nuire personnellement. J'ai raccroché et je suis resté là, à fixer le mur pendant 20 minutes. Pas de larmes. Pas de joie. Pas de cri de victoire. Rien. On pourrait croire que j'aurais sauté de joie dans mon studio miteux en appelant tout le monde. Mais non. C'était comme si on m'annonçait que le cancer avait disparu, mais qu'on m'avait déjà amputé les 2 jambes. Oui, j'étais légalement innocent, mais les dégâts sur ma vie étaient permanents, irréversibles. 9 mois de destruction méthodique de réputation, ça ne s'efface pas. Cette rage, elle ne s'est jamais calmée.
Et j'étais prêt à tout faire exploser contre tous ceux qui m'avaient tourné le dos. J'ai essayé de reprendre mon ancien poste, mais ils avaient déjà embauché quelqu'un d'autre et ne voulaient pas d'un employé au passé judiciaire, troublant. Les autres entreprises de mon secteur avaient entendu parler de l'enquête par les réseaux professionnels. Les vérifications d'antécédents mentionnaient encore l'affaire, même si les charges avaient été abandonnées. Pour les services RH, il n'y a aucune différence entre « charges abandonnées » et « innocent ». Les deux posent problème. Il m'a fallu 8 mois de plus pour retrouver un emploi correct, dans une entreprise bien plus petite, avec une baisse de salaire de 30%. En gros, j'ai dû recommencer ma carrière à zéro à 37 ans. Tout ça parce qu'une psychopathe cupide avait décidé d'utiliser des accusations d'abus sur enfants comme arme de vengeance. Derek, lui, a tenté une réconciliation après la découverte de la vérité. Il s'est pointé chez moi avec une pathétique demi-excuse. J'étais obligé de protéger mes enfants, j'espère que tu comprendras ma position difficile. Non. Je ne comprends absolument pas ta position. Espèce de lâche. Tu as choisi de croire ta petite amie manipulatrice et intéressée plutôt que ton propre frère de sang. Tu n'as pas seulement échoué à me soutenir durant la pire période de ma vie, tu m'as abandonné au moment où j'avais le plus besoin de toi. Tu as collaboré activement avec les procureurs qui tentaient de m'envoyer en prison pour agression sur mineur. Les enfants te réclament beaucoup, dit-il avec une fausse sincérité. Elisa demande souvent où est tonton Marcus. Alors, pourquoi exactement je ne peux pas les voir? Eh bien, ma nouvelle petite amie est mal à l'aise avec tout ce qui s'est passé. Elle pense qu'il serait préférable d'attendre encore un bon moment avant de reprendre contact. Et voilà. Même maintenant, je suis toujours puni, traité comme un prédateur dangereux. Derek voulait une réconciliation pratique, où je fais semblant que tout est redevenu normal, tout en acceptant que je ne reverrai jamais ses enfants comme avant. Il voulait que je sois reconnaissant qu'il daigne me parler, tout en me faisant comprendre que je restais trop risqué pour approcher des gamins. Je lui ai dit que c'était fini, définitivement. Certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées, et certains ponts ne peuvent pas être reconstruits une fois réduits en cendres. Mais Sophia? Elle pensait être complètement en sécurité maintenant, elle avait obtenu un confortable accord de divorce, avait déménagé dans une autre ville pour recommencer à zéro, probablement déjà à la recherche de sa prochaine victime riche. Elle se trompait lourdement. Big Jack m'a aidé à explorer toutes les options légales possibles pour obtenir une vraie justice. Tu ne peux pas laisser cette folle s'en tirer comme ça, disait-il pendant qu'on bossait sur sa Harley dans le garage. Elle t'a coûté des centaines de milliers en frais d'avocat, en perte de revenus, et elle t'a détruit ta réputation. Il faut qu'elle paie. Et il avait absolument raison. J'ai trouvé un avocat spécialisé dans les poursuites pour diffamation, préjudice émotionnel intentionnel et abus malveillants du système judiciaire. Ça m'a coûté encore 25 000 $ d'honoraires au départ. Mais à ce stade, ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de principe, s'assurer que les actes ont des conséquences réelles. La beauté des procès civils, c'est que tu n'as pas besoin de prouver au-delà de tout doute raisonnable comme dans le pénal. Il suffit de démontrer qu'il est plus probable qu'improbable que quelqu'un ait menti délibérément et causé des dommages mesurables. Et nous avions des montagnes de preuves irréfutables, tout son historique de navigation montrant ses recherches systématiques sur la manière de déposer de fausses plaintes, ses conversations par texto expliquant comment détruire Marcus, la chronologie prouvant qu'elle a tout déposé juste après que Derek l'a quitté, ses multiples versions contradictoires, la conclusion écrite du procureur affirmant que ces accusations étaient des mensonges malveillants destinés à causer un préjudice maximal. Nous avons documenté chaque centime qu'elle m'avait fait perdre, frais juridiques, 73 000 $, revenus perdus à cause du chômage et du recul de carrière, 180 000 $, frais de déménagement, thérapie obligatoire, crédit abîmé. Au total, 340 000 $ de pertes directes éprouvées. Mais je ne comptais pas m'arrêter là. Je voulais aussi des dommages-intérêts punitifs pour le préjudice émotionnel, la destruction de réputation et l'abus délibéré du système judiciaire. On visait le montant maximal autorisé par la loi de l'État. Le procès a duré 18 mois éprouvants. Sophia avait engagé un avocat très cher du centre-ville et a tenté toutes les stratégies de défense possibles. Elle prétendait avoir sincèrement cru que les accusations étaient vraies, qu'elle avait agi par courage pour protéger les enfants. Elle disait que le dépôt de plainte de Derek prouvait qu'elle avait eu raison de s'inquiéter. Aucune de ces conneries n'a fonctionné. Les preuves étaient tout simplement écrasantes, elle avait tout inventé, sciemment, par vengeance. Le tournant est venu quand nous avons fait témoigner son ancienne colocataire sous serment. La fille a craqué et a admis que Sophia lui avait explicitement décrit son plan détaillé pour détruire le frère de Derek à l'aide de fausses accusations. Apparemment, Sophia s'en vantait même, fière de sa stratégie sophistiquée ou pour ruiner complètement quelqu'un. Big Jack a assisté à chaque audience, prenant des notes, m'offrant un soutien indéfectible. C'est ça, la vraie justice. Enfin. Le jury a délibéré pendant 6 heures tendues avant de rendre un verdict unanime, coupable de diffamation, de préjudice émotionnel intentionnel et d'abus malveillants du système judiciaire. Montant total des dommages accordés, 850 000 $, soit plus du double de ce que nous avions demandé. Les mots du juge furent particulièrement satisfaisants.
Les actes de la défenderesse représentent une tentative calculée et malveillante de détruire la vie entière d'une personne innocente par l'abus systématique de notre système judiciaire. Un tel comportement ne peut, et ne sera pas, toléré dans ce tribunal. Mais le problème, c'est que Sofia n'avait évidemment pas 850 000 $ en réserve. Alors, nous avons immédiatement commencé à saisir ses revenus à la source, 25% de chaque salaire, automatiquement prélevés avant qu'elle ne touche le moindre cent. J'ai fait poser des hypothèques légales sur toute propriété qu'elle tenterait d'acheter. Si elle reçoit un héritage ou un futur règlement de divorce, nous sommes les premiers à encaisser. Elle a même tenté de déclarer faillite pour échapper au jugement, sans succès. La loi interdit d'effacer les dettes résultant de délits intentionnels. Cette dette la suivra jusqu'à sa mort ou jusqu'au paiement intégral. Big Jack m'a aidé à suivre sa situation financière grâce au registre public. Elle travaille maintenant comme gérante dans une chaîne de magasins, gagnant environ 45 000 $ par an. Après impôts et saisies, il lui reste peut-être 2800 $ par mois. Adieu le style de vie de croqueuse de diamants. Et la meilleure partie? Chaque fois qu'elle demande un crédit, cherche un emploi ou tente de louer un appartement correct, notre jugement de 850 000 $ ressort immédiatement dans ses vérifications de dossier. Les employeurs et les propriétaires voient qu'elle doit près d'1 million de $ pour avoir inventé de fausses accusations d'abus sur enfants. Mais voici ce que toute cette expérience a changé en moi, je suis devenu infiniment plus dur, plus cynique, moins confiant envers quiconque. Je n'accorde plus le bénéfice du doute à personne. Je n'assume plus la bonne foi de qui que ce soit. La trahison ultime de Derek m'a appris qu'un membre de ta propre famille peut te sacrifier sans hésiter quand il devient socialement gênant de te défendre. Les accusations me suivent toujours comme une ombre, malgré ma totale réhabilitation. Les employeurs potentiels tapent encore mon nom sur Google et tombent sur les anciens articles de l'enquête. Même si j'ai été totalement blanchi, même si Sofia a été exposée comme une manipulatrice menteuse, le mal est irréversible. Derek m'envoie encore des cartes de vœux chaque année, suppliant une réconciliation familiale, parlant des harmonies et de guérison collective. Elisa et Jake sont maintenant des ados. Ils ne se souviennent probablement presque plus de l'oncle Marcus qui les aidait avec leurs devoirs ou leur apprenait des jeux de cartes. Cette réalité me brise plus que tout le reste. Mes parents, eux, suggèrent parfois, à travers d'autres membres de la famille, que je devrais tourner la page pour le bien de l'unité familiale. Facile à dire, surtout quand eux non plus ne m'ont pas cru. Mais moi, je dors en paix chaque nuit, sachant que la croqueuse de diamants paie chaque jour pour ce qu'elle a fait, chaque fois qu'elle reçoit un salaire et voit la saisie automatique, chaque fois qu'elle est refusée pour un crédit, chaque fois qu'elle essaie d'avancer et que son passé la rattrape. Certains disent que je devrais pardonner et avancer. Ces gens-là n'ont jamais vu leur existence entière détruite par des mensonges. Ils n'ont jamais vu leur propre famille préférer un mensonge confortable à une vérité dérangeante. Big Jack l'a résumé parfaitement. Tu n'as pas seulement récupéré ton argent. Tu as envoyé un message clair à toutes les manipulatrices psychopathes de ce monde. Et ce message, Sofia le reçoit chaque mois, avec chaque fiche de paie, pour les 30 prochaines années.